On a eu droit au premier gros hold-up des playoffs. Hold-up réalisé par le Thunder qui s'est imposé pour la troisième fois en 3 matchs contre Memphis. Victoire 114-108. Pourquoi je parle de hold-up, Shai? Parce que c'est tout simplement l'un des plus grands comebacks de l'histoire récente des playoffs. Il y avait 29 points d'avance pour les Grizzlies. OKC a mené pour la première fois à 1 minute de la fin et OKC l'a emporté avec sa défense, avec un grand Chet Holmgren, un très bon Jalen Williams. Un match qui a été marqué par la blessure de Ja Morant, fauché mid-air par Lou Dort. Au moment où il est sorti, Ja Morant, à 3 minutes de la fin de la première mi-temps, il y avait 69-40 en faveur de Memphis et Memphis a perdu. Ouais, alors ce qui est pas étonnant, c'est de voir OKC mener 3-0, être la première équipe qui mène 3-0 dans une série. Ça, surtout avec les 2 premiers matchs, on pouvait s'y attendre, hein, avec l'écart de niveau qu'il y avait avec Memphis. Ce qui est plus surprenant, déjà, ça a été le sursaut d'orgueil des Grizzlies, et pas un petit sursaut d'orgueil, puisqu'ils ont quand même vraiment... ils ont mené, tu l'as dit, ils ont eu jusqu'à 29 points d'avance. On pourra toujours se demander à quel point la blessure de Morant... Alors factuellement, oui, quand il est sorti, les Grizzlies menaient largement aussi. Mais quand même, le retour, il est impressionnant. Ils se sont fait violence et Memphis avait peut-être plus les armes après pour résister au comeback. Sur la blessure en elle-même, c'est fou parce que sur le coup, surtout sur le direct, après les quelques ralentis qu'on voit, évidemment, c'est une chute lourde. Enfin, il est en hauteur, il chute lourdement. Mais tu sais, on n'a pas l'impression, par exemple, qu'il se... Alors, c'est à la hanche qu'il est blessé, mais il n'y a pas de fracture du poignet, il n'a pas l'air de s'exploser un genou. Et c'était assez surprenant pour moi d'apprendre après qu'il avait une blessure à la hanche et qu'il ne reviendrait pas. Et qu'il était même, je ne sais pas si tu as vu, il y a même des béquilles pour revenir sur le bord du terrain. Cette faute, elle m'a semblé plus... je ne veux pas défendre forcément le Gensdort, j'aime bien le Gensdort, je ne veux pas que ce soit pris comme la validation d'un geste quelconque. Mais j'avais pas l'impression que c'était si violent et qu'il voulait le dézinguer, tu vois. Tu sais, il glisse un peu, il se rabat, et c'est dangereux parce que l'autre, il a décollé, mais j'ai eu plus l'impression d'une maladresse. Quand tu es en l'air, c'est Ouais. le truc, c'est en quelques jours, on a comme ça trois chutes, Tatum, Butler, Morant. Euh, c'est dommage pour les playoffs. Pour les Grizzlies, je pense que tu as souligné, plus assez d'armes, hein, c'est-à-dire qu'OKC a augmenté le rythme en défense. Seulement 31 points de Memphis en deuxième mi-temps. De toute façon, je pense que de manière générale, les Grizzlies manquent un peu de talent. Et quand il n'y a pas de Ja Morant, en fait, face à une grande défense, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes, Ouais. ils n'ont pas de solution. Il n'y a pas un joueur qui est capable de battre cette défense. Lou Dort, évidemment, mais aussi Alex Caruso. Excellent dans le quatrième quart-temps. Décisif, ouais. Il finit avec 4 interceptions, je crois, mais c'est trompeur presque. Il a dévié tellement de ballons. Il a été, je dirais, le gros moteur, lui et Chet Holmgren, évidemment. 16 points de Chet Holmgren dans le troisième quart-temps. Il a mis, je ne sais plus exactement combien il met aussi dans le quatrième, mais quasiment tous ses points en deuxième mi-temps. C'est ça. Il y a qu'un seul point. Il met qu'un seul point en première mi-temps. Donc il est le naufrage de la première mi-temps pour OKC. Il est dedans. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est lui qui. C'est déjà. Alors tu parlais d'Holmgren et Caruso à juste titre, les deux, parce que Holmgren, il légalise. C'est à 2 minutes 30 sur un tir à 3 points sur une passe de Caruso. Caruso, il met le dernier panier du match, peut-être, pour celui où ils prennent vraiment le large. Et lui, après, une nouvelle ballon perdu ou tir, je ne sais plus si c'est un tir. Mais il vole un ballon aussi dans les mains de Scottie Pippen Jr. De manière assez impressionnante. Ouais, c'est vraiment ces deux-là qui ont été les moteurs. Pourtant, Shai et Jalen Williams ont mis 31 et 26 points, donc on pourrait se dire que c'est eux qui ont orchestré le comeback, mais c'est vrai que c'est l'agressivité offensive d'Holmgren, c'est lui qui a apporté l'énergie avec Caruso, et les autres sont un peu mis au diapason, et après Memphis pouvait pas. J'ajoute juste un dernier truc sur la blessure de Morant. Ça a pas été, ils ont fait un replay pour voir s'ils allaient pas mettre une flagrante à Lugansdort. Ça a été jugé comme une faute normale, hein. Donc après, peut-être qu'ils reviendront dessus et que compte tenu de la blessure de Morant, ils vont peut-être se dire que ça méritait peut-être une flagrante. Mais sur le coup, en tout cas, ça n'a pas été jugé comme tel. Pour Jalen Williams, ça a été bon aussi, quand même. Jalen Williams, j'ai trouvé bon aussi à la fin. C'est marrant parce que cette série, c'est vraiment Holmgren et Williams, au final, les locomotives du Thunder.
Je dirais que c'est pas forcément mauvais signe pour OKC. Chez Gilgeous-Alexander, il met 31 points, mais 10 sur 26. Encore une fois, beaucoup de maladresse. Je pense qu'il est à moins de 40% de réussite au tir Ah depuis oui, le oui. début des playoffs. Il doit être à 35%, ce qui est évidemment très faible pour chez Gilgeous-Alexander. Mais bon, tu te dis, bon, si on gagne cette série, a priori, il y a un moment où où il va corriger le tir, vraiment, dans le sens, dans tous les sens du terme. Mm. Donc, je ne me ferai pas trop de soucis. Tu vois que tu es capable de gagner. Il est à 35% de réussite au tir, 25% à 3 points. Ça, c'est peut-être un peu plus inquiétant parce que ça n'a jamais été forcément un grand shooter à 3 points. Mais bon, je m'attends quand même à ce que Shea finisse par vite corriger tout ça. 3-0, pas de Morant. Tu perds après avoir mené de 29 points. Pour Memphis, je sais pas si tu peux te relever psychologiquement de celle-là. Non, ils pourront peut-être prendre un match s'ils utilisent les mêmes armes et qu'ils ont la même réussite et qu'OKC est dans le même Faut qu'il y état ait un peu. Morant, hein. Ouais. Oui, oui, il Faut faut qu'il y ait qu'il Morant. monte. Sinon, Mais pardon. non, mais on n'a pas encore d'éléments sur la blessure. On sait juste qu'il a pas pu reprendre, donc c'est que c'était suffisamment sérieux. Mais même avec Morant, je pense que c'est compliqué. S'il y avait un match à prendre dans cette série pour eux pour éviter un sweep, je pense quand même que c'était celui-là. Ça va être dur. Le quatrième match, à mon avis, OKC va pas vouloir perdre trop de temps non plus parce qu'on sait que c'est important de pas trop se disperser pendant les playoffs si tu veux aller au bout. Je pense que je pense que ça finira sur un sweep. Il y a des vraies questions à se poser après pour cet été, pour Memphis. Là, je suis en train de regarder les stats en playoff bon, c'est que 3 matchs. Ja Morant, qui s'est blessé, 41% au tir, 25% à 3 points, 18 points. Jaren Jackson, 17 points, 41% au tir, 33% à 3 points. Desmond Bane, 12 points, 30% au tir, 20% à 3 points. Les 3 stars désignées de Memphis passent complètement à côté. Il va y avoir des vraies questions à se poser sur le coaching, sur l'effectif, sur tout ça une fois que Memphis est éliminé. Ouais. Les autres matchs de la nuit, on n'a qu'à continuer à l'ouest, pardon, avec la très grosse victoire. Cette fois-ci, il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu match. Victoire des Clippers contre les Nuggets, 117-83, une rouste, domination totale, quasiment du début à la fin, pas au tout début, mais dès le moment où Los Angeles est passé devant, ça a été, ils ont déroulé, ils ont gagné les 4 quarts-temps. Denver n'a pas existé et après 2 matchs serrés, on a Los Angeles qui prend l'avantage dans la série. Ouais, c'est ce qui est un petit peu décevant, c'est que ce qu'on aimait avec l'idée de cette série, c'était qu'il n'y ait que des matchs serrés. Les 2 premiers avaient été incroyables en termes de scénario, d'intensité, de suspense, tout ça. Là, les Nuggets se sont pas levés, les Clippers ont attaqué très très fort tout de suite. Les Clippers, pardon, les Nuggets sont bien démarrés. En fait, je dis ça, les Nuggets paradoxalement ont plutôt bien démarré. Ils étaient devant au début et par contre après ça a vite rentré dans le rang. On a vu les Clippers, on a vu Kawhi, on a vu Harden, Powell qui ont été bons rapidement. Et il y a une autre blessure aussi dans ce match. C'était avant le match. Westbrook, qui est quand même un des facteurs déterminants sur les 2 premiers matchs, il se blesse à l'échauffement au pied, il y a une inflammation, il commence le match mais il joue que 9 minutes. Et on sait l'importance qu'il a eu ne serait-ce que sur ce concept un peu d'énergie. Il est très important. Et quand là, il a fallu de l'énergie peut-être pour combler un retard, pour rester dans le match, il y avait pas ce qu'il fallait du côté des Nuggets qui ont été honnêtement très décevants. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est de voir qu'ils prennent quand même une grosse rouste. Ils marquent très peu de points, ils en prennent 117. Mais bon, Jokic et compagnie, Jokic joue 37 minutes encore, c'est beaucoup. Il y a des matchs où tu laisses filer parce que l'écart est trop grand et tu peux entre guillemets reposer ta star. Là, il fait un triple-double, il joue 37 minutes. Il y a la fatigue qui va aussi entrer en ligne de compte dans cette série, donc c'est pas du tout une bonne soirée pour les Nuggets. Ils ne se sont même pas reposés, t'as raison, hein, c'est l'ironie. Le 5 majeur des Clippers a joué nettement moins que celui des Nuggets. 21 points, 11 rebonds, 6 passes de Kawhi, 20 points, 6 rebonds, 9 passes de James Harden, 20 points de Norman Powell. Il y avait 23 points, 13 rebonds, 13 passes de Nikola Jokic qui a joué 37 minutes, 38 minutes pour Christian Braun, 36 pour Jamal Murray, 35 pour Michael Porter Jr. Alors qu'en face, il y a Kawhi est le seul à jouer 35 minutes, mais tous les autres jouent moins de 35 minutes. Très bon passage Nicolas Batum, encore une fois. 12 points, 4 paniers à 3 points. Les Clippers ont montré toute leur maîtrise dans le premier match à l'Inuit Dome. C'était leur premier match de playoff à l'Inuit Dome dans leur histoire. C'est soldé par une très très belle victoire et une équipe qui prend une option là, je pense.
autant psychologiquement. Et puis bon, tu mènes 2-1, c'est quand même généralement les Game 3 sont des semi-tournants. Il y a le Game 5 après. Bon, on s'attend évidemment à une réaction de Denver au prochain match. Mais là, les Clippers, c'est fort. Les Nuggets, le problème, ce qui peut être inquiétant, c'est que quand ils ont des trous d'air, je trouve qu'ils sont ultra spectaculaires dans le mauvais sens du terme. On les a pas tellement. Enfin, sur les 2 premiers matchs, ça a été à toi, à moi, donc il y a moins eu d'énormes trous d'air. Là, sur celui-là, entre la fin du premier et le début du deuxième, et les premières minutes du deuxième, ils prennent un 23-2, je crois. Enfin, ils sont complètement à la ramasse, qui est Jokic, pas Jokic. Et là, il y a plus de minutes sur ce match-là, minute avec ou minute sans, ça n'a pas été, je trouve, ultra déterminant. Ils peuvent pas se permettre de faire ça contre une équipe qui est aussi constante que Los Angeles. Et le dernier match de la nuit, c'est la victoire de New York contre Détroit, 118-116. Encore un match serré dans cette série. On l'avait annoncé dans la preview. On avait dit 4, 5, 6 matchs, mais à chaque fois, ça sera serré, quel que soit le score. Quel que soit le score final de la série. 118-116 du coup, avec Kat qui a très bien réagi, très bien rebondi. 31 points, 11 dans le premier quart-temps pour lancer les Knicks. 30 points de Jalen Brunson, son 3e match. Sur tous les matchs de la série, il a été à 30 points ou plus. 12 dans le 4e quart-temps pour assurer la victoire aux Knicks. Et voilà, New York reprend déjà l'avantage du terrain après avoir perdu au Madison Square Garden. Le fameux trophée de clutch player de l'année qu'on a décrié un peu hier, dont on se fout un peu. Il lui a dit qu'en plus ça lui faisait plaisir, lui. Il lui a dit que c'était important pour lui. Bon, il va pas dire le contraire, ouais. Je pense t'imagines s'il arrivait à dire oh non, rien à foutre, moi. Écoute, non, il a. De toute façon, on n'a jamais dit qu'il était pas clutch. Hein. Là, en fait, ça a été hors de temps. On parle de Brunson. De Jalen Brunson. Kat est décisif sur le début de match, c'est lui qui attaque fort, et Brunson, c'est lui qui termine le job. En gros, ils se sont bien relayés, je trouve. Ça a été important pour les Knicks. Ce que je retiens, en fait, paradoxalement, il y a une défaite des Pistons, encore accrochée, encore serrée. Ils ont encore été très très valeureux, c'est vraiment prometteur. L'atmosphère, le bruit derrière, le son, c'était un retour pour les Pistons en playoff à domicile. Et je crois qu'ils n'ont pas gagné à domicile depuis 2008. Donc pour les die-hard fans, ça fait une éternité. Ils ont mis l'énergie qu'il fallait, et ça, je pense que ça a aidé les Pistons. Ils en ont parlé après, au niveau de l'atmosphère, ça les a aidés à rester dedans. Ils ont été bons, ils pouvaient presque pas faire beaucoup plus que ça, je trouve. Détroit, peut-être Cade Cunningham qui a été maladroit, qui a perdu des ballons aussi, qui a été moins bon que sur le match précédent. Tobias Harris passe un peu à côté en attaque. Tobias Harris aussi. À contrario, Tim Hardaway Jr., je sais pas, il a comme une petite revanche sur l'équipe qui l'a drafté, l'équipe dans laquelle il a commencé. Il fait un bon match. Hein, je sais plus, j'ai oublié à combien il marque de points, Tim Hardaway, c'était à la boxe. 24, il est meilleur marqueur du match de son équipe. Cade Cunningham met 24 points aussi, mais à 10 sur 25 avec 6 ballons perdus. Il passe pas la meilleure des séries, Cade Cunningham, mais en même temps, il est le seul il y a Schroeder aussi, mais tu sais, à créer un balle en main, et ça, c'est sûr qu'il est un peu plus ciblé. Il est maladroit depuis le début de la série, il perd beaucoup de ballons. Alors il fait des stats, hein. Si tu regardes que les stats, c'est des bonnes stats, mais sur les 3 matchs, il y a un match où il a vraiment dominé, les autres un peu plus en difficulté quand même. C'est la découverte, quoi. C'est ça, c'est de l'apprentissage aussi. C'est une situation où il est le centre d'attention pour l'adversaire. Je pense que l'objectif, c'est de gêner Cunningham au playmaking, au scoring. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres. Alors, si là, ponctuellement, tu vas avoir un Tim Hardaway, Schroeder, Schroeder était bon encore. Enfin, il met 18 points, mais il a été intéressant. Duren met ses points, mais c'est l'apprentissage du fait d'être ciblé par l'adversaire, parce que t'es le seul vrai danger. Peut-être qu'à l'avenir, quand il y aura d'autres joueurs qui vont arriver, il pourra se permettre d'avoir un peu plus. Il aura peut-être un peu plus de liberté par rapport aux défenses adverses. C'était chaud. Enfin, la fin de match, l'histoire avec le truc avec le buzzer. T'as Brunson qui fait exprès de rater son deuxième lancer. Il reste 0.5 parce que les Pistons sont revenus quand même à 1 point à la fin. Hein. Il fait exprès de rater et le buzzer, je sais pas, il est déclenché trop tôt et ça redonne une remise en jeu aux Pistons. Bon, avec 5 dixièmes. Voilà, totalement galère. Hein. C'est Duren qui fait une relance qui tente un peu une passe pour un coéquipier qui trouve pas. Hein. Ça finit hors des limites du terrain, mais Thibodeau était furieux après le couac avec le buzzer. T'imagines, enfin, vaut mieux pas que ça arrive, vaut mieux pas. Moi, je souhaite pas des victoires, des paniers au buzzer sur une erreur, sur une incompréhension, une situation de bug. Donc c'est presque bien que ça soit pas fini autrement. Ouais, t'as raison.
J'y pensais, tu parlais de danger à Détroit, de quand il y aura d'autres joueurs, etc. J'ai vu que les Pistons faisaient partie de la liste des équipes potentiellement intéressées par Domantas Sabonis, et je me souviens que dans un CQFR du samedi, on avait dit que ce serait le pire move pour Détroit, c'est de faire les erreurs de Sacramento, de vouloir trop vite penser qu'il y a moyen d'aller beaucoup plus haut, et de prendre un joueur comme Sabonis. Je crois que c'est même l'exemple qu'on avait pris. C'est ironique. Alors, il y a plein d'équipes dans la liste, hein, ça ne veut pas dire qu'il terminera à Détroit, mais ouais, voilà. Quelques petits, pas mal, 3 petites news autour des playoffs. Déjà, pour commencer, non, un trophée, pardon, de fin de saison régulière. Evan Mobley a été nommé Depoy. C'est lui qui l'a emporté devant Draymond Green et Dyson Daniels. Alors, Dyson Daniels finit deuxième. Et Draymond Green, ouais. C'est ça. Dort était quatrième. C'est ça, Dort quatrième. Du coup, Evan Mobley, qui sera éligible, sans doute. Son contrat rookie risque de prendre de la valeur parce qu'il pourrait aussi être élu dans une All-NBA, et du coup il serait, je sais plus, c'est le max rookie, il y a tout un truc dans le CBA, mais grâce à ce trophée et sans doute une sélection dans une des 3 All-NBA teams. Son banquier va être content, son agent va être content, il y aura des belles primes à la fin, c'est tout. On ne sait pas quel sera le montant exact, mais il va capitaliser là-dessus. Ce qui est notable quand même, c'est qu'il est jeune, il est super jeune quand même, Mobley, quand il pense. 23 ans, il y a 4 autres joueurs qui ont été élus DPOY aussi jeunes, à 23 ans. Alvin Robertson, Dwight Howard, Kawhi Leonard et notre ami Jaren Jackson Jr. aussi, qui l'avait été. Et c'était aussi le deuxième plus jeune après Kobe à être dans un meilleur 5 défensif de la saison. Donc Mobley, il y a cette précocité finalement, parce qu'on se demandait... tout début de carrière, on avait vu que le niveau défensif était déjà très très élevé. Est-ce que ça pouvait se traduire par un titre de meilleur défenseur de l'année aussi rapidement? Il y a eu une progression globale de Mobley, donc c'est bien pour lui, pour les Cavs, qui a un trophée individuel pour illustrer un peu cette super saison qu'ils ont vécue. Mais je pense qu'il peut encore devenir plus fort. C'est ça qui est effrayant. Il va avoir de la concurrence pour les titres de DPOY et pour ce statut d'intérieur, de jeune intérieur les plus forts. À l'avenir en NBA, Mobley, très très belle saison. Donc c'est pas, je sais plus pour qui j'ai dit que je voterais. Je crois que j'avais dit Luguentz-Dort. On avait dit Dort tous les deux. Voilà, qui finit quatrième, mais bon, pas de vol, ça me dérange pas que Mobley. Au net rating défensif individuel, il est top 6. T'as plein de joueurs d'OKC devant, évidemment, Jalen Williams, Shea. Mais statistiquement et même sur l'impression qu'il dégage, les capacités qu'il a en défense, sa polyvalence, ça ne me choque pas et ça ne me dérange pas qu'Evan Mobley soit défenseur de la saison. Ça me choque pas non plus, parce que bon, il n'y a pas grand chose qui me choque, mais déjà c'est marrant sur la précocité, parce que c'est presque un choix par défaut cette année, le Depoy. Il y avait un joueur encore plus jeune, un certain Victor Wembanyama, qui était prédestiné à l'avoir. Ce qui me gêne, avec des gros guillemets, c'est pas le meilleur défenseur de la ligue en fait qui a le Depoy. Tu demandes à la plupart des coachs, tu dois vraiment choisir un gars dans le registre purement défensif, qui tu prends. Il y a au moins 3-4 noms qui arrivent avant Evan Mobley. Alors je pense que bon, c'est pas Jaren Jackson Jr., tu vois, Evan Mobley. Je pense qu'il y a effectivement, il va y avoir une assise défensive pendant de longues années en NBA, sachant que Jaren Jackson Jr. n'est pas un mauvais défenseur non plus, c'est évidemment un bon défenseur aussi. Mais ouais, ça fait un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est un trophée un peu par défaut, un peu on ne sait pas trop pour qui voter parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Allez, les Cavs ont fait une très grosse saison, c'est un bon défenseur, mettons-le lui. J'ai un peu de mal. Même Dyson Daniels, super saison. En fait, on est sur des stats, tu vois, super saison statistique aux interceptions, mais Dyson Daniels, c'est pas un meilleur défenseur que Luguentz-Dort, tu vois. Aujourd'hui, peut-être même pas qu'Alex Caruso, et pourtant, c'est un bon défenseur, Dyson Daniels. Mais il y a pas mal de trucs comme ça qui. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe cette année, mais j'ai un problème avec les trophées. D'ailleurs, il y a une de tes prédictions qui tu nous répètes souvent en off, je sais pas si tu l'as dit souvent en on, mais chez Gilgeous-Alexander, il est en train de creuser l'écart là dans le décompte des votes. Dans le décompte des votes, il est en train de creuser sérieusement l'écart et pas. Bon, après, moi, pendant quasiment toute l'année, j'ai dit que Shea devait être MVP. Tu vois, c'est pareil, ce sera absolument pas un rôle, quoi. C'est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Mais j'ai l'impression qu'on comprend pas trop les trophées. Ou alors qu'à un moment, la NBA doit donner des définitions plus claires. Ou alors que peut-être, justement, le but, c'est de se dire, il y a plusieurs définitions. Et puis, on voit celle
que les gens retiennent le plus, et c'est comme ça, tu vois, c'est pas grave en fait, c'est juste des trophées. Ça dépend des Il y a saisons. pas une vérité, il y a pas une vérité au final. Non, mais ça dépend des saisons. Après, peut-être que. En fait, avant, ça posait peut-être un peu moins de problèmes parce que maintenant, c'est quand même tout est décortiqué statistiquement, les stats avancées. Il y a tellement de données qui peuvent entrer en ligne de compte, donc ça rajoute des paramètres. Il y en avait déjà beaucoup avant. Est-ce que tu donnes au meilleur joueur de la meilleure équipe? Avant, ils se prenaient pas trop la tête de ce côté-là. C'était souvent le meilleur joueur de la meilleure équipe, sauf année où les votants étaient fatigués de le donner à Michael Jordan et qui cherchaient quelqu'un d'autre. Oui, alors pour le DPI, évidemment complètement d'accord. C'est un trophée qui était promis à Victor, mais bon, à partir du moment où il n'est pas là. Il faut effectivement trouver quelqu'un et je pense que les votants se sont dit allez, bon, les Cavs quand même, il faut une saison marquante pour qu'on se souvienne de leur saison, vu qu'ils n'auront pas d'autres trophées individuels à part avant ici Kenny Atkinson. Pour les joueurs je parle, ouais, mais oui c'est vrai. En plus il y a Kenny Atkinson. Bon voilà, nous on votait Lugensdorf parce qu'on pense dans l'absolu au meilleur défenseur tous les soirs et qui en plus ils ont fini premier, donc ça nous aurait semblé logique, hein, mais bon, faut voir s'il a vocation à être tous les ans dans la discussion à Mobley, auquel cas ce sera. Je pense que ça c'est faisable, hein, mais et peut-être sur les détails des votes, on a donc Dort 4e, Amen Thompson 5e déjà, un autre jeune joueur. Il y a de plus en plus de. J'avais l'impression qu'avant il y avait moins de jeunes joueurs qui étaient dans les meilleurs 5 défensifs, dans les meilleurs 5 et dans les top 5 des votes. Après on a Zubac, Jaren Jackson en prend encore un, Yanis a un vote et dedans je suis content, un petit vote pour Toumani Camara. En 3e place, 2e et 3e, il a des votes. Puis pour finir, Adebayo, Shea, Derrick White. Et enfin, petit manque de respect. Qui a mis Shea dedans? Je sais pas. Franchement, qui a mis Shea? Bon, on le saura après. Les mecs regardent pas les trucs. Ouais. Quoi. On le saura après. Shea dans les meilleurs défenseurs de la saison. On regardera les détails des votes. Hein. C'est genre je sais pas, il y a 4-5 mecs dans son équipe qui défendent mieux que lui quand même. Que ce soit Holmgren, que ce soit Dort, que ce soit Caruso, peut-être même Cason Wallace. Jalen Williams, c'est le leader de NBA sur le net rating défensif. Ouais, mais le net rating, pareil, c'est fait. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pour qu'on s'appuie. Par contre, t'as raison, Mobley, il va être dans la course, il va avoir plusieurs nominations dans les meilleurs 5 dans sa carrière. Il aura peut-être d'autres deep points. Le net rating défensif, ça dépend juste de comment t'as écrasé l'adversaire, en fait. À la limite, si on prend le on-off défensif, genre on compare le net rating défensif quand t'es sur le terrain et quand t'y es pas. Mais même là, ça dépend des autres joueurs à côté de toi. Dans ce cas-là, Trae Young, s'il jouait au Thunder, il aurait peut-être un des meilleurs net rating défensifs, tu vois, si son équipe était encore suffisamment forte. Bref. Bon, allez. Et une petite voix pour Rudy Gobert. Une voix en tant que 3e, voilà, après 4 titres de meilleur défenseur. Peut-être même mériter plus, hein, d'ailleurs, Rudy Gobert au passage, mais bon. Mériter plus de voix, hein. Plus que Shea en tout cas. Allez, autre info, ça concerne Jimmy Butler. Sa présence pour le Game 3 est incertaine quand même. Alors, il n'y a pas de damage structurel. Je ne sais toujours pas dire ça en français. De dommages, de séquelles, de dommages structurels. De dommages corporels, structurels. Ouais. Après sa lourde chute justement lors du Game 2 contre les Rockets, mais quand même une contusion. Et c'est pas certain qu'il soit présent pour le prochain match. Ouais, mais finalement, c'est peut-être. C'est comme ça que ça a été décrit par Shams Charania dans le relais de l'information. Là. C'est le meilleur scénario possible qui est survenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fracture donc, ou de dommages structurels, comme tu disais. Alors c'est Deep Glute Muscle Contusion, donc comme ça fait un peu barbare, mais s'il manque le prochain match, il devrait quand même pouvoir être de retour après. Si on se base sur les précédents qu'il y a eu, donc c'est évidemment plutôt une bonne nouvelle pour les Warriors qui, bon, s'ils doivent se passer de lui sur le prochain, ce qui n'est pas encore garanti, devraient au moins pouvoir le récupérer sur le reste de la série. Et si jamais Butler joue pas le Game 3, c'est le moment pour Jonathan Kuminga de sortir le match de sa vie, non seulement pour aider Golden State, parce qu'ils vont avoir besoin de lui, il va jouer, il sera même sans doute titulaire. Carrément, tu sais, ce qui fait bizarre de se dire tu passes de did not play à titulaire. Et en plus, je pense que si Kuminga fait un gros match en l'absence de Butler, Steve Kerr va le remettre dans sa rotation. Gary Payton perdra des minutes, il y a quelqu'un d'autre qui perdra des minutes, mais Jonathan Kuminga, même après le retour de Butler, s'il fait un gros match, devrait regagner sa place dans cette rotation. Il a a priori le talent et les qualités pour. Donc il y a un gros challenge qui l'attend potentiellement Kuminga lors du Game 3. C'est un objectif individuel qui peut servir le collectif sur un match important. Donc c'est toujours ça à prendre. Et enfin, dernière info, triste et inquiétante, c'est
l'accident de voiture de Elijah Arenas, le fils de Gilbert Arenas, qui est un des prospects les plus talentueux de sa génération, qui s'est engagé avec l'université de USC, si je ne dis pas de bêtises. Accident de voiture, alors il était placé en coma artificiel. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a rien de cassé apparemment, ce qui est quand même fou, parce que paraît que l'accident est assez grave. Rien de cassé. Le coma artificiel, c'est parce qu'il aurait inhalé beaucoup de fumée. On n'en sait pas beaucoup plus quand même à ce stade. C'est le dernier son de cloche. C'est-à-dire qu'au début, ça a été présenté, le fils de Gilbert Arenas, accident de voiture, placé dans le coma, mais état stable, donc c'est très inquiétant, ce genre de nouvelles, forcément. Les dernières, c'était quand même que le coma, c'était protocolaire, parce que ce qu'il a inhalé était dangereux pour l'extraire, pour pouvoir le soigner plus rapidement, il fallait le placer sous coma. Sur les dernières nouvelles, il n'est pas indiqué que sa vie est en danger, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis il y a des images, évidemment, TMZ, ils ont tout de suite des images pour tous les crashs et tous les accidents, donc c'est spectaculaire. Il y a des flammes et tout, donc bon, on espère évidemment pour lui, vu que c'est... Alors, pas que parce que c'est un prospect important, et pas que parce que c'est le fils d'un ancien joueur NBA, mais évidemment, on espère qu'il va pouvoir se rétablir rapidement. Et petite info, je ne sais plus à quel moment c'est tombé hier, mais le GM des Bucks a été prolongé. John Horst, Sacha, c'est quand même incroyable. Ton équipe est menée 0-2 au premier tour des playoffs. Elle n'a pas gagné une série depuis je ne sais combien de temps, malgré la présence de Giannis Antetokounmpo, qui a un niveau, on ne se rend même pas compte à quel point il est exceptionnel, tellement son équipe est décevante. Le GM qui a nommé Doc Rivers après avoir viré Adrian Griffin, qui l'a nommé, qui lui a donné un contrat de 5 ans, une équipe qui n'a pas de pic, qui a très légère flexibilité, avec quelques contrats refourgables et des free agents, mais bon, c'est pas la plus grande flexibilité du siècle, sachant qu'en plus, il n'y a pas de pic, qui n'a pas forcément de joueurs qui a de la valeur, qui n'a pas de jeunes intéressants où tu peux te dire, bon, bah, au moins, on va miser notre avenir là-dessus, qui n'a pas bien drafté ces dernières années. Ce GM-là, il est prolongé en plein playoff dans ce timing-là. Qu'est-ce qui se passe? Quel dossier il a sur les patrons des Bucks? Non, moi je vais te dire ce qui se passe, c'est que, enfin, à en croire l'article d'ESPN à ce sujet, c'est que c'est un peu celui qui permet, qui empêche Giannis d'être plus véhément dans une éventuelle demande de trade, parce que il a de bonnes relations avec lui, et parce que Giannis a compris qu'il pouvait à peu près lui demander ce qu'il voulait et que ce serait exaucé. C'est-à-dire que quand les moments où il a mis un peu de pression, ils ont fait venir Damian Lillard. Les moments où au niveau du coaching, ça se passait pas si bien que ça au niveau relationnel avec Griffin, il a été entendu. C'est comme ça que c'est décrit. Après, je sais pas, je veux pas défendre forcément son bilan récent. Hein, tu l'as dit. Et le timing ne semble pas idéal. Mais par contre, depuis qu'il est GM, ils ont fait les playoffs tous les ans, ils ont gagné un titre. Alors, c'est pas lui qui était sur le terrain, hein, on est d'accord. C'est pas lui qui coachait. Mais je pense qu'ils se sont aussi basés là-dessus et je pense que c'est un choix qui satisfait Giannis. Je pense que c'est aussi simple que ça. Voilà. En fait, alors moi, je m'attends pas à un départ de Giannis nécessairement cet été, mais je sais pas si Giannis, s'il prend un 4-1 dans la tronche, il va se souvenir, quand même, ils ont prolongé John Horst. Tu vois, quand même, on est bien là, c'est bon, je peux rester, tu vois. Encore une fois, je dis pas qu'il va partir, au contraire, souvent on en a déjà parlé dans des CQFR. Je suis pas en train de me dire Giannis va forcément demander son trade, mais je pense pas que c'est juste prolonger le GM qui va rassurer une superstar qui est dans son prime, qui joue à un niveau, encore une fois, je le répète, exceptionnel, mais avec une équipe qui déçoit. Alors, on verra Milwaukee, Doc Rivers. Tout le monde a l'air très confiant. Lillard est très confiant. Il n'arrête pas de dire à Liberton, tu vas voir. Doc Rivers n'arrête pas de dire, ouais, non, mais je suis très bien sur la série. Et moi, le premier, j'ai dit souvent que Milwaukee, était un peu sous-estimé. Mais pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est quand même pas très beau. Donc voilà, on verra le Game 3. On verra la fin de cette série. Il y a deux choses pour Horst. C'est vraiment c'est sûr que c'est un peu... ça peut être paradoxal cette prolongation, mais donc ça, sur la fameuse période, ils ont le deuxième meilleur pourcentage de victoire sur la période depuis que Horst est GM. Je veux dire, à nouveau, je le défends pas, il n'est pas de ma famille, mais c'est pas, c'est les arguments avancés, c'est qu'ils ont le deuxième meilleur pourcentage de victoire de toute la NBA sur cette période-là. Et à côté de ça, il y a aussi des choix, moi personnellement, qui m'interpellent. Enfin, moi faire venir Kyle Kuzma, je l'aurais pas fait.
Et si tu regardes aussi les choix de draft individuellement année par année, c'est pas les meilleurs. C'est pas la meilleure cellule pour recruter visiblement. Et or, c'est en tant que GM, c'est quand même lui qui est responsable de ça. Mais je maintiens que je pense que c'est sa relation avec Yanis qui a permis ça. Et je ne suis pas sûr non plus que ça empêchera Yanis s'il y a catastrophe et s'il y a des perspectives d'aller ailleurs. S'il y a une équipe qui lui fait comprendre qu'elle peut monter un trade intéressant qui satisferait les Bucks pour lui, ce qui n'est pas gagné. Ça l'empêchera pas, je pense, de demander son départ. Voilà. Mais voilà, c'est un move. Peut-être qu'il était en fin de contrat, qu'ils se sont dit au moins on a ça, c'est stable. Il est jeune, hein, or c'est encore un jeune GM, malgré. Enfin, bien que ça fasse 7-8 ans qu'il est là, il a 42 ans, je crois. Donc peut-être qu'ils ont aussi tablé là-dessus. Voilà. Allez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera demain pour le 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes vos questions. Et d'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.